Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. La Commission économique pour l'Europe et la Commission économique pour l'Afrique viennent de publier un rapport sur l'évaluation de la performance en matière de sécurité routière, en abrégé EPSR, au Cameroun. Selon ce document, 80% des véhicules importés dans le pays sont âgés de plus de 10 ans par rapport à leur première mise en circulation et moins de 5% des véhicules sont acquis neufs auprès des concessionnaires locaux. La plupart des Camerounais disposent d'un pouvoir d'achat qui ne leur permet pas de s'offrir des véhicules neufs. Ils acquièrent alors des véhicules d'occasion, essentiellement en provenance d'Europe, par ordre d'importance les marques japonaises, à savoir Toyota, Nissan, les marques françaises, à savoir Peugeot, Renault et allemande Mercedes, Volkswagen, explique ainsi le rapport. Les développements économiques et démographiques ont conduit à l'accroissement du nombre de véhicules sur les routes du pays. Le parc automobile est aussi passé de 210 000 véhicules en 2010 à 675 000 véhicules en 2014. Le problème est que ces véhicules sont parfois dépourvus de kits de sécurité tels que ceinture de sécurité, airbag et ont des taux de pollution de l'environnement non conformes aux normes acceptables, normes Euro 2 généralement. À en croire donc le rapport, l'acquisition de véhicules personnels au Cameroun reste affaire d'élite, c'est-à-dire fonctionnaires et commerçants. En effet, il faut au moins l'équivalent de 5 000 €, environ 3 millions de francs CFA, pour avoir un véhicule de 15 ans d'âge. Une bonne partie de la population se contente alors de motos dont le coût d'achat neuf est d'environ 400 €, soit près de 260 000 francs CFA. Là aussi, bien que les motos soient généralement acquises neuves et soient d'origine asiatique, c'est-à-dire en provenance de Chine précisément, elles ne remplissent pas les normes anti-pollution et de sécurité. Allons-y directement hors de nos frontières au Sénégal. En ce mois de décembre, la presse sénégalaise a relayé des conclusions d'un rapport publié par Open Oil. Pour cette société, le conseil basé en Allemagne, dans un contexte de baisse structurelle des prix des hydrocarbures dans le monde, le secteur offshore n'apportera aucune contribution significative au financement public du Sénégal. Les recettes atteindront à peine 2% du budget annuel uniquement à partir des années 2030 et les revenus du pétrole et du gaz ne peuvent pas alléger la dette publique du pays. Deux projets sont en cours de développement au Sénégal, à savoir le champ gazier de Grande Tortue, partagé avec la Mauritanie, exploité par le géant britannique BP, et le champ pétrolier de Sangomar, piloté par la société australienne Woodside. Les premiers mètres cubes de gaz et barils d'or noir prévus en 2022 sont désormais attendus en 2023, après des retards opérationnels liés à la crise sanitaire. Mais le secteur offshore reste un moteur de croissance selon les experts en énergie. Pour le chargé des relations avec les institutions à l'Institut national du pétrole et du gaz, le rapport Open Oil n'a pas pris en compte la future production d'électricité à partir du gaz qui permettra de réduire la lourde facture énergétique du Sénégal. Des bureaux sans chauffage et des rues plongées dans le noir le soir dans certaines provinces chinoises. L'interdiction des importations de charbon australien a-t-elle eu
pour conséquence des coupures de courant ces dernières semaines en Chine? Voilà la question qui se pose. Les autorités chinoises préfèrent évoquer les pénuries d'électricité liées à la rigueur de l'hiver et une forte augmentation de la demande. Officiellement, c'est l'arrivée précoce avec un mois d'avance des grands froids associés à une hausse record de la consommation et de la capacité des productions d'énergie rétrograde qui expliquerait la décision des autorités de Hunan en Chine méridionale de n'autoriser la consommation électrique qu'entre 10h30 et midi et 16h30 et 20h30. Même distribution alternative dans la journée en fonction des heures de pointe dans la province voisine du Jiangxi ainsi que dans le Xinjiang où les radiateurs ne peuvent être allumés que quand les températures descendent en dessous de 3 degrés. Yuan Guangchuo est un chef-service dans une entreprise de vente de détail dans cette province de la côte orientale chinoise. Il a bien sûr pu expliquer comment est-ce que cela se déroule dans sa province. Et puis, un tour en bourse en cette fête de Noël. Le Nikkei a oscillé autour de l'équilibre ce vendredi à la bourse de Tokyo, marqué par un faible volume d'échanges en période de Noël et les investisseurs hésitant à se réjouir de l'accord du Brexit sur fond de recrudescence de la pandémie. L'indice vedette Nikkei a été quasiment stable, soit moins 0,04% à 26 656,61 points, enregistrant sur l'ensemble de la semaine un recul de 0,4% qui efface exactement ses gains de la semaine précédente. L'indice élargi Topix a progressé de 0,26% à 1778,41 points. La bourse de New York avait clôturé en hausse jeudi, une séance raccourcie et plutôt calme alors que les investisseurs gardaient un œil sur le sort du plan de soutien à l'économie américaine. Alors que la place tokyoïte a enregistré une légère progression à l'ouverture dans les sillages de Wall Street, ce mouvement n'a pas pu durer, mais la recherche de bonnes affaires a empêché une chute des cours. Les inquiétudes sur la recrudescence des infections au Japon ont aussi pesé sur le marché, contrebalançant la nouvelle de l'accord historique conclu entre Londres et Bruxelles sur le Brexit jeudi, qui a permis d'éviter le choc dévastateur d'un no deal. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres, naturellement. Et surtout, bonne fête à tous. À lundi.